votre avis, Pierre, qu'est-ce qui se passerait si le peintre Salvador Dali rencontrait l'économiste et académicien Jacques Rueff? Qu'est-ce qui se passerait si l'écrivain médecin André Soubirous rencontrait l'écrivain diplomate Roger Perfit? Mais est-ce qu'ils se sont dissertés? Vous vous rappelez peut-être, en 1961, j'avais annoncé que le malheureux système monétaire dans lequel nous étions installés devait entraîner 3 conséquences: le maintien du déficit de la balance des paiements des États-Unis, l'inflation dans les pays créanciers et finalement la dislocation du système. Nous avons eu le maintien du déficit de la balance des paiements des États-Unis, nonobstant les déclarations chaque jour renouvelées du gouvernement américain. Nous avons eu, nous l'avons bien constaté, l'inflation dans tous les pays créanciers, puisque dans tous ces pays, il y a des politiques de revenus, des plans de stabilisation. Et finalement, nous avons actuellement, c'est trop évident, la dislocation du système, qui, si on la laisse se poursuivre, risquera d'infliger des troubles graves et même des souffrances aux pays qui en seront les victimes. Le dollar qui ouvre la clé, qui tient la clé du monde, et qui possède les empires, qui peut provoquer la stabilité des gouvernements et aussi les détruire, ce dollar doit servir et peut servir et sert certainement à toute autre chose. Le dollar régissant en ce moment le monde par la puissance de l'or et de la politique. Le luxe, ce n'est que une ligne verticale en forme de canne, c'est le bâton du divin Hermès, dans laquelle s'enroulent symétriquement les 2 fameux serpents que, grâce à la diplomatie d'Arlequin de Hermès, finissent pour s'entrelacer d'une façon absolument harmonieuse, dont le caducée d'Hermès avec les 2 serpents twins, c'est eux qui provoquent cette diarrhée sacrée et monotone d'or liquide. Par contre, pour moi, le dollar est quelque chose de lié profondément à ma vie enfantine, parce que vers les années 14 ou 15, on m'a offert un beau dollar, il était magnifique, je le vois encore. Il y avait un aigle, il y avait l'écusson des États-Unis, il y avait même la devise que je ne savais probablement pas lire, et pluribus unum. Et on m'avait offert aussi le petit coffre-fort, un petit coffre-fort qui avait l'avantage sur la simple tirelire de pouvoir s'ouvrir. Ce qui fait que j'avais le sentiment d'être banquier, puisque je voyais mon argent et je pouvais le toucher. Et puis un beau jour, à l'école communale, on m'a expliqué que les petits garçons de France devaient donner toutes leurs économies, surtout en or, et les sacrifier sur l'autel de la patrie. Je l'ai fait comme tous les petits garçons de grand cœur, j'ai reçu un beau diplôme, et ce jour-là, j'ai eu le sentiment d'être un peu Jeanne d'Arc. Quel est pour vous le plus grand peintre contemporain? C'est Claude Monet. Et pour une raison bien simple, c'est que j'habite... Et à la fois le plus grand peintre et le plus mauvais peintre contemporain. Il y a un Picasso merveilleux, admirable, qui est le Picasso des débuts, le Picasso que je dirais classique et éternel. Et ensuite, il y a eu un Picasso atteint du vent ou de la folie, ou du snobisme, ou de la facétie, et qui s'est amusé à se moquer de ses contemporains. Et une de mes missions a été de me révolter contre l'autorité de mon père, que c'est celle de Picasso. Très souvent, je dis quand même que c'est Picasso, puisque ma révolte n'est pas finie. Mais de plus en plus, je m'incline à croire que le vrai grand peintre et le premier de notre époque, c'est justement Salvador Dali, votre humble serviteur. J'accepte volontiers de passer du dollar à la peinture. Les plus grands peintres contemporains, je dirais volontiers Braque et Picasso. Non pas en parlant de telle ou telle de leurs œuvres, mais parce qu'ils ont grandement contribué à élargir le clavier dont disposent les peintres pour exprimer leurs pensées profondes et toucher. Quand on vend en seconde main des livres qui n'ont pas trouvé acquéreur,
Si j'étais mon ennemi, je dirais à me faire toucher les droits d'auteur, mais vous me permettrez de prendre un peu plus de survol et de regarder les choses de façon moins personnelle. À quoi sert la littérature? Ça sert pour le lecteur à retrouver une pensée, pour un auteur à s'exprimer. Je pense que ce sont là deux buts qui se suffisent et qui se complètent. La littérature, eh bien, on peut dire d'elle ce que je disais à l'instant de la peinture, c'est qu'elle a servi et elle sert chaque jour davantage à explorer le tréfonds de l'âme humaine. La littérature, c'est un moyen de plus simple de créer des reportages, des faux reportages cybernétiques. C'est-à-dire, les cerveaux des écrivains n'étant pas encore des cerveaux cybernétiques, c'est une substitution de cerveaux sublimes que rend et que doit rendre la littérature, c'est celui d'éclairer les gens, d'apprendre aux gens ce qui n'est pas connu, de détruire des préjugés, de faire progresser l'humanité sur la voie du bien, du beau et de l'utile. Et je crois qu'ainsi, peu d'arts rendent à l'humanité de plus grands services que la littérature.